Président Tchente, bonjour. Bonjour, M. Bruno Taï. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes, comme tous vos collègues du gouvernement, en confinement. Comment ça se passe, cette période de confinement pour vous? Oui, cette période de confinement, ça veut dire que nous travaillons plus par vidéoconférence. Mais à certains moments aussi, nous sommes obligés de sortir. Comme vous avez vu, je suis sorti pour aller au ministère parce que j'avais besoin de montrer à tout le monde ce que nous avons comme capacité pour produire la chloroquine et l'azithromycine. Nous avons visité un peu, mais après, nous travaillons à partir de nos domiciles. C'est une instruction qui nous a été donnée par le Premier ministre du gouvernement. Alors, le Premier ministre, justement, a organisé une visioconférence avec tous les membres du gouvernement et d'autres personnalités qui ont été invitées. Alors, comment tout cela s'est-il passé? Ça s'est très bien passé, puisque il y a beaucoup d'entre nous qui travaillons déjà en vidéoconférence avec leurs collaborateurs. Donc le Premier ministre, après son mot liminaire, après, il a donné la parole aux ministres qui étaient les plus intéressés, du moins, à qui il avait confié le coronavirus, surtout le ministre de la Santé, qui a beaucoup parlé, ainsi que le ministre des Finances, etc. Mais ça s'est vraiment globalement très bien passé. Alors, est-ce que dans votre gouvernement aujourd'hui, on parle d'autre chose que du coronavirus? Peut-être dans cette conférence-là, on n'a parlé que de coronavirus, parce que ça avait été convoqué pour que chacun donne la riposte de son département ministériel par rapport au coronavirus. Mais le pays tourne, le pays est gouverné. Je ne pense pas que vous puissiez croire un seul instant que le coronavirus passe avant la sécurité nationale, avant la sécurité des frontières. Les soldats sont aux frontières et tous les ministères marchent, peut-être au ralenti, mais ça marche. Surtout les ministères de souveraineté. On ne peut pas dire que les soldats ou les policiers... Et encore, il y a des ministères qui travaillent encore plus qu'avant. Par exemple, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et tout le personnel médical, ainsi que les médecins, je voudrais leur rendre ici un vibrant hommage parce qu'ils sont en train de donner leur vie pour sauver la nôtre. Donc vous voyez que si on s'arrête un seul instant, ça ne peut pas aller. Un pays ne peut pas s'arrêter à cause d'une maladie. Nous devons plutôt travailler pour faire sortir la maladie de notre pays. Alors l'urgence aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la lutte contre le coronavirus qui, je le rappelle, a déjà fait près de 300, un peu plus de 300 personnes contaminées au Cameroun, dont 8 décès. Alors, vous êtes dame de science. Est-ce que dans vos discussions, vous imaginez à peu près quand est-ce qu'on pourrait mettre un terme à cette histoire dans notre pays? Oui. Est-ce qu'il y a des prévisions? Il y a les prévisions, il y a les statisticiens, il y a les mathématiciens, il y a tout le monde. Nous avons toutes les données. Nous avons toutes les données pour savoir que ce n'est pas une petite affaire. Et je crois que, comme je le dis et comme je le pense, le bon Dieu aime beaucoup le Cameroun parce qu'il nous a montré que ce n'est pas une petite affaire, puisque le grand Manou, notre grand Manu Dibango, qui avait les poumons d'acier, il est parti le premier. Or, c'est un virus qui attaque d'abord les poumons. Donc, ça veut dire que chaque Camerounais maintenant doit rester et réfléchir à cette affaire-là, que ce n'est pas l'amusement. Je voudrais en passant rendre un hommage, un vibrant hommage à Manu Dibango, qui pour les gens de notre génération a été le grand frère, le père, le grand-père. Il nous a vus jeunes, nous on l'a vu jeune, on a évolué ensemble pendant des années. Ceci étant, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si ça a pris Manu, c'est que ça peut prendre tout le monde. Oui. Et après ça a pris Pape Diouf, que nous connaissons tous. Donc les Africains, et surtout les Camerounais, nous devons faire tout ce que l'OMS demande comme mesure barrière, chacun en ce qui le concerne. Les prévisions peuvent ne pas être catastrophiques si nous suivons les mesures barrières édictées par l'OMS et par le gouvernement.
Mais si nous continuons à couper une bière ensemble, à faire des attroupements, à faire les funérailles comme si de rien n'était, à continuer à aller non seulement aller dans les bars, mais surtout couper la bière, comme nous disons. Ça veut dire je bois, je te donne, pour montrer la fraternité. C'est très bien sur le plan social, c'est notre coutume, mais ce virus est trop dangereux. Il faut qu'on apprenne à ne plus s'embrasser, à ne plus se... Et encore, ça nous rappelle que chaque peuple doit revenir à sa culture. Dans notre culture, on n'embrassait pas les gens. On s'arrêtait, on saluait, on causait un peu et on continuait. Dans notre coutume, il n'y avait pas toutes ces choses qui font que maintenant, on peut se passer ce virus assez facilement. Donc il faut qu'on revienne à cette salutation que moi-même j'ai vue au Japon. Au Japon, on salue comme ça. Et les Japonais ont continué à saluer comme ça. Ça permet de s'arrêter et de causer un peu, de perdre un peu de temps pour échanger. Vous êtes de l'Ouest, vous savez que c'était comme ça à l'Ouest. À l'Ouest, vous ne tendez pas la main au chef. À la limite, des fois, les chefs vous tendent la main. Et vous avez vu, au Cameroun, il y a un peu de tout. Vous avez vu nos sultans, les Lamido au nord, ils étaient déjà couverts. Donc ça veut dire que dans notre propre culture, il y avait déjà ces barrières-là. Il y avait ces barrières. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres ont fait ça. C'est peut-être qu'autrefois, une autre maladie était déjà passée, du même style. Oui. Alors, en pleine lutte contre cette épidémie du coronavirus, vous avez peut-être, malgré vous, je ne le sais pas, suscité la polémique lorsqu'au cours d'une conférence de presse, vous avez annoncé que les chauves-souris transmettaient le coronavirus, alors que jusque-là, tout le monde parlait du pangolin. D'où êtes-vous sorti avec votre histoire de chauve-souris? Je crois que tous ceux qui parlaient de ça n'avaient lu aucun journal scientifique, un comité de lecture. Parce que tout ce qui passe dans ces journaux internationaux, c'est ça qui est la vérité scientifique. La vérité scientifique, ce n'est ni la rumeur, ni les commentaires des commentaires, c'est les faits. Les faits sont têtus. Et quels sont ces faits? Quels sont les faits aujourd'hui? Les faits, c'est que le corona existe depuis longtemps. Moi-même, j'ai 1200 séros, des sérums positifs dans notre sérothèque. Comme vous avez vu, nous les gardons à partir des chauves-souris du Cameroun, qui avaient des coronas, mais qui n'étaient pas des coronas avec la même virulence. Ce nouveau corona qui est né en Chine, peut-être il a déjà changé de génome au niveau de Paris, peut-être il a encore changé au niveau de Yaoundé. Nous sommes en train de suivre. Ce que je disais, c'est qu'actuellement nous avons 200 cas. Oui. Si par malchance, ce génome-là rentre avec la transmission interespèce, si ça passe chez la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. Parce qu'on a 500 000 chauves-souris qui sont des porteurs sains. Et s'ils ont cette variété-là, ce mutant-là, c'était mutant. Ce n'est pas que le corona n'existait. J'ai des coronas là-bas au ministère, dans nos laboratoires. Mais le 19 est né en Chine. Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche, j'ai 1200 coronas sortis des chauves-souris de la ville de Yaoundé. Donc, ça me fait... C'était une petite conclusion. Je disais, il faut qu'on fasse attention. Et c'est ça que les gens ont retenu. Non, c'est notre culture peut-être pour certaines personnes de manger les chauves-souris. Mais actuellement, c'est très déconseillé. Oui. Parce que nous, les hommes, maintenant, nous avons un nouveau corona. Et si nous passons ça à la chauve-souris, qui va aussi peut-être passer ça au pangolin, qui va aussi passer ça. Ce que nous demandons aux Camerounais, vraiment, actuellement là,
laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Alors, comment allez-vous faire justement contre ces chauves-souris? Et je rappelle que j'ai découvert dans l'enceinte de votre propre ministère quelques nids de chauves-souris. Ça craint. Nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Forêt pour savoir ce qu'on va faire. Il y a des méthodes scientifiques pour les éloigner. Mais ceux qui sont au ministère de la Recherche, nous les avons d'abord gardés pour étudier. C'était d'abord pour étudier parce que vous avez vu que nous avons aussi les pièges. Tout à fait. Les pièges japonais. Nous pouvons par soirée attraper. Il y a des filets que vous avez dressés dans votre ministère les pièges, pour les attraper les chauves-souris. On attrape à peu près 400 quand nous voulons faire... Quand on veut prélever, nous prélevons par exemple 400 sérums. Après on étudie, on voit ce que c'est. Mais nous, il y a des choses qu'on fait pour étudier. Mais ce n'est pas pour manger. Mais vous-même, vous savez que le bruit court que ce sont ces chauves-souris-là qui peut-être protégeraient la ville de Yaoundé. Mais sur le plan scientifique, on n'a pas démontré tout ça. Ce que nous savons, c'est que c'est un animal qui nous a apporté l'Ebola, qui nous a apporté l'ulcère de Brûlis, qui apporte la fièvre de Marburg, qui apporte toutes sortes de maladies. C'est pour ça que peut-être la Bible, parce que la Bible dit des choses des fois, la Bible demande de ne pas manger les chauves-souris. Nous avons tellement de choses que nous pouvons manger que je voudrais demander à mes compatriotes que si on peut laisser un peu tranquille la chauve-souris, le ministre de la Forêt et moi-même, on va essayer de voir avec les maires comment on va faire pour les éloigner pendant cette période critique. Parce qu'il est démontré, et je crois que l'IRD et tous les scientifiques du monde ont dit que la chauve-souris est porteur sain. Alors, est-ce que les colibés et les railleries dont vous avez fait l'objet pendant quelque temps à la suite de cette conférence de presse ne viennent pas, disons, un peu de l'anachronisme de vos propos? C'est-à-dire que tous les regards des Camerounais étaient tournés vers vous, ministère de la Recherche, pour savoir que fait la recherche camerounaise dans le sens de la lutte contre le coronavirus. Et vous nous parlez de chauves-souris. Peut-être que c'est ça qui est un peu... J'avais parlé de beaucoup... Qui a semblé anachronique. J'avais parlé de beaucoup d'autres choses, mais très souvent, vous savez... Et c'est tout ce que les gens ont retenu. Vous savez que les Camerounais retiennent ce qu'ils veulent retenir. J'avais par exemple montré que notre laboratoire peut être un laboratoire de référence pour le dépistage. Et que nous pouvons même faire des dépistages en campagne. Nous en avons la capacité, nous avons les appareils. Il ne nous manque que le consommable. C'était ça, en fait, ce jour-là, pour dire qu'il faut faire le dépistage massif. Et que tous ceux qui seraient positifs, on devait les confiner en premier. C'était ça le sens. Et j'ai dit qu'actuellement, nous sommes aussi en train de suivre dans les chauves-souris pour tout faire pour qu'il n'y ait pas cette transmission interespèce. Mais je crois que le journaliste qui a présenté a plutôt présenté la chauve-souris comme numéro 1. Non. La chauve-souris serait maintenant un transmetteur, c'est-à-dire que ce serait une transmission qui n'est pas importée, qui serait endogène. Alors que jusqu'ici, tous les autres cas, je ne voudrais stigmatiser personne, mais tous les autres cas au Cameroun sont des cas importés. Mais on en est déjà à 200 quelque chose 300. de 300, ça évolue d'heure en heure. Pendant que nous parlons là, ça évolue. Mais imaginez-vous si nous avons 500 000 porteurs sains et les chauves-souris qui se promènent, qui peuvent éjecter partout. Ces cas-là ne seraient pas des cas importés. Ce seraient des cas que nous connaissons, endogènes, et que nous n'avons donc pas pris. On dit que gouverner, c'est prévoir. Nous essayons de prévoir que qu'est-ce qui va arriver si. Pour le moment, grâce à Dieu, nous n'avons pas encore cette transmission interespèce. Mais nous suivons avec le ministre de la Forêt. On va tout faire pour que ça n'arrive pas. Parlons maintenant de la visite que vous avez effectuée il y a quelques jours. Vous avez ouvert les portes de l'Institut de recherche médicale et d'études en plantes médicinales. Donc vous avez ouvert les portes des laboratoires de cet institut à la presse camerounaise et vous avez
présenter les machines de cet institut-là, capables, disiez-vous avec vos collaborateurs, de produire, entre autres, de la chloroquine. Votre question, il y a tellement de questions là-dedans. Je voudrais d'abord, dès le départ, dire que vraiment, j'étais même plutôt heureuse qu'enfin les journalistes, les Camerounais s'intéressent à ce que les chercheurs peuvent faire. J'ai plutôt pris ça comme un espoir, c'est-à-dire que comme une expression de l'espoir que les Camerounais mettent en leurs chercheurs pour trouver des solutions à ce grave problème, à cette pandémie. Donc j'étais plutôt heureuse de voir que nos compatriotes savent que tout comme les lions indomptables, comme je le dis, nos chercheurs sont aussi des lions. Ils ont le fighting spirit. Ça veut dire qu'avec peu de choses, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Je veux vous dire que nous gagnons beaucoup de prix à l'international. Ce n'est pas le moment d'y parler. Avec peu de moyens, ils font beaucoup de choses. Par exemple. Par exemple, je vais vous dire que nous avons gagné 4 médailles d'or au Salon international de Genève. Et parmi ces médailles d'or, nous avons présenté le sorgho. Un sorgho qui a été créé à l'Irak. Et ce sorgho-là, c'est ça qui donne ce goût spécifique à notre Guinness. Quand vous buvez la bière Guinness au Cameroun, ça ne ressemble à aucune Guinness nulle part. Parce qu'ils achètent la matière première aux paysans du Nord Cameroun. Et pour cette année, ils ont acheté pour 3 milliards. 3 milliards de sorgho achetés. 3 milliards de sorgho à nos paysans. Ça, c'est des choses que la recherche fait. Mais souvent, les gens ne sont pas au courant. Revenons au coronavirus, Madame le ministre. Le ministère de la Recherche aujourd'hui, grâce à ses laboratoires, produit de la chloroquine. Nous pouvons produire la chloroquine et de l'azithromycine. Actuellement, on dit que quand un médicament a une efficacité certaine, parce que le professeur Raoul qui en cette parle... Cette efficacité est encore sujet à caution, on est bien d'accord. C'est à caution, mais sur 100 patients, il a pu traiter 90. Le docteur Raoul, le professeur Raoul qui est à Marseille, s'il a pu traiter 90, est-ce que nous allons laisser mourir 100 personnes si nous pouvons traiter 90? Nous disons qu'actuellement, on ne peut rien essayer. On ne peut rien à essayer. Et les quelques cas, quand même, vous dites, on a soigné les quelques cas avec quoi? Avec quoi les médecins camerounais ont-ils soigné les quelques cas qui sont guéris et qui sont partis de l'hôpital? On essaye. Alors, donc, vos laboratoires aujourd'hui sont capables de produire, par exemple, de la chloroquine. Est-ce que ces laboratoires-là ont la capacité de produire en grande quantité aujourd'hui? Nous pouvons produire en grande quantité. Ce que je vous ai montré là, c'était la petite machine qu'on essaie en laboratoire. Mais nous avons un robot qui peut faire 6000 comprimés par minute. Donc vous multipliez vous-même, si nous travaillons nuit et jour, je crois qu'en 2 mois, on peut produire pour tout le Cameroun. Et ça peut produire 250 comprimés d'azithromycine aussi en 1 minute. Je n'ai pas voulu lancer le robot. Ce que nous vous avons montré, c'est la petite machine qui nous sert de test au laboratoire pour comprimer. Et après, nous prenons les comprimés, nous faisons les essais pour voir si ça répond à toute la méthodologie. C'est tout, parce que c'était pas ça. Le grand robot, vous l'avez simplement filmé. Si on lançait le grand robot, nous pouvons produire 6000 comprimés minutes. Voilà, donc vous multipliez par le nombre d'heures, par le nombre de minutes, etc., etc. Nous pensons qu'en 2 mois, on peut couvrir tout le Cameroun et en 4 mois, on peut couvrir l'Afrique centrale. Il suffit qu'on vous donne le OK et vous lancez. Voilà, c'est ça. On essaie aussi les médicaments traditionnels. Mais pour les médicaments traditionnels, nous sommes en train d'abord de vérifier l'efficacité, ensuite la tolérance et puis la standardisation. Alors justement, des pays comme l'Inde, la Chine sont connus pour leur pharmacopée qui est assez développée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen au niveau du ministère de la Recherche, Madame le ministre, d'essayer de valoriser un peu la pharmacopée locale? Est-ce qu'il y a rien à tirer de nos plantes, de nos herbes, de nos écorces? Nous essayons tout ça. Nous essayons tout ça et je vais vous dire que nous avons quand même gagné un prix, toujours à l'international, avec le Camis et la tabarsine, qui sont des pommades tirées de nos plantes médicinales. Mais il faut que vous compreniez que la recherche
n'est pas la prise... La recherche n'est pas comme la médecine. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une prise en charge médicale qui est dans l'urgence. C'est-à-dire que nous travaillons pour mettre à la disposition des médecins des produits. Mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain, d'un coup d'œil comme ça, trouver tout de suite. Enfin, toujours est-il que, je vais vous dire que nous avons par exemple un jardin botanique que nous essayons à Kobo, parce que pour les produits qui marchent, on avait même l'ambition d'exporter ces produits-là à l'international. Mais vous savez que on ne peut pas tout faire, tout en même temps. C'est pour ça qu'on nous appelle des pays en voie de développement. Parce que le budget de la recherche, actuellement, ne permet pas aux chercheurs camerounais d'arriver à valoriser et à vulgariser tout leur potentiel de recherche fondamentale. Nous savons tous que c'est comme ça. Ce n'est pas parce que... mais comme nous sommes des Camerounais, les Camerounais, nous sommes souvent comme ça. C'est-à-dire que même quand nous ne donnons pas les moyens aux Lions pour aller jouer, nous voulons que les Lions gagnent la Coupe du Monde. Donc actuellement, nous sommes dans cet état-là, la recherche camerounaise. On veut que nous gagne une bataille qui dépasse même l'Europe, qui dépasse... On veut être au niveau des Chinois actuellement. Mais la route, vous savez que depuis Mao Tse-tung, tout ce que la Chine a fait pour arriver là où elle est aujourd'hui, je pense qu'il y aura un avant et un après. Parce que la demande des Camerounais est très forte. Et je pense que désormais, les Camerounais vont vouloir que leur recherche soit considérée comme telle et valorise tous les potentiels existants. Et je crois que le gouvernement est conscient et je pense que plus rien ne sera comme avant. Alors je rappelle justement, parlant de la recherche africaine en général, que l'Union africaine préconisait au moins 1% du budget des États à la recherche et aucun pays africain aujourd'hui ne respecte ce quota-là. Nous tirons vers la fin de cet entretien, Madame la ministre. L'une des choses qui a essayer de contenir la propagation du coronavirus dans certains pays, notamment d'Asie du Sud-Est, c'est les tests massifs. Est-ce possible au Cameroun, en l'état actuel des choses? Non, nous rentrons vers la deuxième phase. Oui. Le gouvernement va rentrer vers la deuxième phase. On va passer, le ministre de la Santé vous l'a dit, non seulement on va décentraliser, mais on va augmenter les centres de dépistage référentiels. Et on va faire des campagnes. C'est-à-dire que des hôpitaux de campagne pour essayer de dépister un peu partout. Donc, ce que nous demandons, si ce n'est pas essentiel, les Camerounais doivent rester chez eux. C'est la meilleure façon pour eux de se protéger et de protéger leur famille. Mais nous ne pouvons pas, l'économie ne doit pas complètement être à terre parce que dans tous les pays du monde, vous ne pouvez pas dire aux médecins et à l'hôpital de s'arrêter, aux paysans qui nous nourrissent, c'est-à-dire certains métiers doivent continuer à exercer. Mais quand ce n'est pas essentiel, vous les journalistes, on ne peut pas vous demander de ne plus travailler parce que vous devez informer les gens. L'information est très importante en cette période. Bon, la vraie information bien sûr. est très importante. Et donc, on compte sur vous aussi pour que les Camerounais ne soient pas déprimés avec la désinformation. Une des choses qui va même tuer les Camerounais, plus que même le corona, c'est la désinformation. Les fake news. Je ne sais pas. Nous n'avons qu'un seul pays. Ceux qui hier disaient n'importe quoi sur le Cameroun, dès que ça va mal, tout le monde veut rentrer au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas si mal qu'on ne le fait croire à longueur de journée. Alors, j'espère que ce n'est pas un fake news. J'ai appris qu'un Camerounais serait en train de développer un respirateur artificiel. Info ou intox, Madame? Non, ce n'est pas un fake news. Il s'appelle même Djidjou, docteur. Il est à l'université de Tchang. Oui. C'est lui qui avait déjà fait la couveuse numérique, qui est
Une couveuse numérique. Une couveuse que vous pouvez déclencher à distance, qui peut réchauffer et qui peut aussi refroidir. Si on est au nord Cameroun, voilà un garçon qui a gagné un prix au Cameroun. Nous lui avons donné le grand prix du président de la République. Oui. Il a aussi gagné un prix en France, gagné un prix aux États-Unis, gagné l'autre en... Mais actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les chercheurs ne sont pas des producteurs. Quand un chercheur découvre, les hommes d'affaires devraient prendre le produit et le commercialiser, et même, pourquoi pas, en faire une industrie. C'est le même garçon qui maintenant est en train de faire un respirateur. Je crois qu'il est en train de presque réussir. Et s'il arrive même à faire 100, même s'il le fait de façon artisanale, si on peut produire 100 respirateurs par hôpital, je crois que le gouvernement a le devoir de le soutenir. Et je crois que nous allons le soutenir dans son projet. Madeleine Tuente, merci. Merci beaucoup, M. Bouloutagne. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, respectons les mesures barrières contre le coronavirus, lavons-nous régulièrement les mains ou alors désinfectons-les et surtout, restons chez nous autant qu'il est possible de le faire. Merci de nous avoir regardés. À bientôt.